la suite de ce programme est sur le fond, cette fois évidemment, dans l'amphi, le grand amphithéâtre de la Villette. On se pose une question, cette question, quelle liberté aujourd'hui et demain dans l'éducation? Pour répondre à cette question, celui qui a été secrétaire général de l'enseignement catholique de 2013 à 2019, je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Pascal Balment. Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis vraiment heureux de partager cette journée avec vous. Merci à Jérémy et à toute l'équipe de préparation pour leur invitation. J'ai une longue histoire, une belle histoire personnelle avec le SNEL. J'ai été l'un des vôtres en mon temps. Quelle liberté dans l'éducation? La question, elle peut être envisagée soit de manière très factuelle, soit sous un angle initial un tout petit peu plus conceptuel. Et je vous propose le choix de la porte d'entrée un peu plus conceptuelle. C'est pour moi une forme de liberté, déjà, que de refuser l'anti-intellectualisme ambiant et la paresse du prêt-à-penser immédiatement convertible en mode d'emploi opérationnel. Rassurez-vous, en même temps, mes propos vont demeurer très modestes. Il s'agira simplement de vous proposer quelques éléments de réflexion, non pas pour répondre à la question de la liberté dans l'éducation, mais plutôt, plus modestement, plus à ma portée, pour tenter de la poser de manière aussi adéquate que possible. Tout en sachant que les diverses dimensions du sujet sont trop nombreuses et trop variées pour que je puisse toutes les apporter, et puis tout en sachant aussi que je me donne pour règle d'avoir une parole libre, c'est la moindre des choses compte tenu du sujet, et donc par avance, mais c'est sincère, de tout mon cœur, je vous demande pardon si, sans le vouloir, je heurte certains ou certaines d'entre vous. Je resterai après, et si vraiment je vous ai heurté, on pourra toujours se parler, on est là pour ça. Alors bien sûr, il va de soi, sur un sujet pareil, de partir du L de SNEL. Mais précisément, célébrer les 100 ans du SNEL, c'est se rappeler qu'il est né bien avant la loi Debré, bien avant la structuration de l'enseignement catholique, bien avant toutes les mutations de ces dernières décennies et de ces dernières années. Et donc, sur un mode peut-être un peu provocateur, la question que je me pose est la suivante. Le L de SNEL a-t-il encore du sens aujourd'hui ? Quelle est sa portée véritable pour vous aujourd'hui? Et la proposition que je vous fais, c'est de se dire d'entrée de jeu, dès le départ, qu'il s'agit d'accepter le fait que la liberté éducative, la vraie liberté éducative, elle est toujours relative et qu'elle se décline toujours au pluriel, les libertés au pluriel et avec un petit L, plutôt que la liberté au singulier et avec un L tellement majuscule qu'il nous écrase. Et dans cette perspective, moi je me refuse à entrer dans une approche comptable stérile du type plus de liberté ou moins, c'est plutôt ça d'ailleurs, moins de liberté aujourd'hui qu'hier, etc. Comme si la liberté constituait une espèce de stock, une espèce de capital mesurable. Je crois que c'est absolument pas de ça qu'il s'agit, parce que pour moi, la liberté, j'y reviendrai, c'est avant tout une dynamique, c'est un mouvement, c'est pas un capital. Je crois qu'il faut plutôt se demander pourquoi il vaut la peine de travailler à déployer nos libertés éducatives, au service de quel projet, de quelle finalité, quelle liberté au pluriel, pourquoi faire. Et donc, pour essayer d'évoquer un petit peu toutes ces questions, je vous propose une démarche en 3 temps. On ne se refait pas, je suis désolé. De quoi parlons-nous lorsque nous parlons de liberté? Parce que voilà, ça se prête à 1000 conceptions différentes. Quelle traduction cela peut-il trouver pour les chefs d'établissement et pour les communautés éducatives placées sous leur responsabilité? Et puis, pour finir, tout ceci, encore une fois, pour servir quel projet? Parce que c'est ça la vraie question. D'abord, donc, de quoi parlons-nous lorsque nous parlons de liberté? Nous baignons, vous et moi, parfois sans le savoir, donc il vaut mieux en prendre conscience, nous baignons, vous et moi, dans une culture contemporaine
qui mettent en avant la liberté comme une culture de l'autonomie selon deux caractéristiques. Première caractéristique, la liberté comme un droit. La liberté comme un droit non négociable, absolu, et comme un droit individuel. Deuxième caractéristique, la liberté comme possibilité pour chacun de faire ce qu'il veut, et plus profondément encore, et de plus en plus, d'être qui il veut. Chacun traduit, voilà, dans le quotidien de l'établissement et de sa vie personnelle. Voilà. La liberté comme un droit individuel, la liberté comme possibilité de faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, et d'être qui je veux, et éventuellement de changer en cours de route, et de rechanger, de re-rechanger, etc. Et je crois que profondément, fondamentalement, il y a là une impasse. Je crois qu'il y a là une impasse qui ne peut que susciter de la frustration et du ressentiment. Regardez, on va être concret 30 secondes, regardez la question de la gestion des moyens pour vous chez l'établissement. Le CODIEC, le CAEC, le CREC, les secrétaires généraux de CAEC avec le secrétaire général, puis la négociation au ministère avec la DAF, puis la négociation entre la DAF et les recteurs ou leurs services, puis l'arbitrage ultime. Au bout du bout, le chef d'établissement est certes toujours libre de ses projets, mais il n'est absolument pas maître de ce qu'il advient d'eux. Et en ce sens, si je reste dans la conception contemporaine, usuelle, actuelle de la liberté, il n'est pas libre. Ou il est dans le ressentiment sur le mode « on est de moins en moins libre ». Pourquoi est-ce que je parle d'impasse? Pourquoi cette vision contemporaine de la liberté comme le droit de faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, et d'être qui je veux? Pourquoi cette approche me semble-t-elle erronée? Parce qu'elle est désincarnée. Parce qu'elle est désincarnée, parce qu'elle est sans chair et sans racines. La liberté désincarnée, j'illustre ça, alors je vais faire le cuistre 2 secondes, pas plus, promis. J'illustre ça par l'histoire de la colombe de Kant. La colombe de Kant, c'est au début de la critique de la raison pure. Kant, je vais le citer, hein, voilà, il a l'image suivante, je le cite, la colombe légère, quand dans son vol elle fend l'air dont elle sent la résistance, pourrait se représenter qu'elle réussirait encore bien mieux dans l'espace vide d'air. Ça me rappelle, c'est des vieux souvenirs qui évoqueront peut-être quelque chose à certains d'entre vous. Ça me rappelle les problèmes de physique quand j'étais en première ou en terminale. On négligera, dans les libellés, il y avait, je suis peut-être encore comme ça, j'en sais rien, on négligera les frottements et la résistance de l'air. Et la colombe de Kant, c'est ça, c'est une conception de la liberté sans frottement et sans résistance de l'air. À ça, j'oppose le poète Edmond Jabès, qui écrit dans le livre des questions, je le cite, « Tu crois que c'est l'oiseau qui est libre, tu te trompes, c'est la fleur. Tu crois que c'est l'oiseau qui est libre, tu te trompes, c'est la fleur. » Ça, c'est pour moi la vraie liberté, la liberté qui a de la chair, la liberté enracinée, par opposition à la fausse liberté, à la liberté trompeuse de la colombe de Kant. Voilà. Ce que je nous propose aujourd'hui, c'est de penser la liberté, ou plutôt les libertés, en tenant compte du réel, c'est-à-dire en tenant compte des frottements, de la résistance de l'air, et en fondant ces libertés incarnées sur des racines véritables. Et à titre personnel, et je le partage avec vous, à titre personnel, pour moi, ces racines véritables, nous pouvons gagner à aller les chercher du côté de la vision chrétienne de la liberté. Parce que cette conception chrétienne de la liberté, au fond, si je la présente de manière schématique, on peut la résumer autour de 4 clés. Première clé, c'est un peuple que le Seigneur a libéré de l'esclavage en Égypte. Et ce peuple, en communauté, il s'est mis en marche. Voilà, la liberté, elle est collective, ou pour mieux dire communautaire, au moins autant qu'individuelle. Et à mon avis, plutôt plus. Elle réside moins dans un État qu'il s'agirait de défendre
que dans un mouvement qu'il s'agit de déployer. Je vous rappelle ce passage très très connu du pape François dans sa première encyclique dans la joie de l'Évangile, au numéro 223, quand il écrit qu'il s'agit, je le cite, d'initier des processus plutôt que de posséder des espaces. C'est exactement la même chose. Initier des processus, déployer une dynamique, un mouvement, plutôt que de se cramponner sur un espace que l'on chercherait coûte que coûte à bétonner et à défendre. Voilà, c'est ma première clé d'entrer dans la conception chrétienne de la liberté, une liberté, un mouvement de libération collectif. Deuxième clé, dans le livre du Deutéronome, chapitre 30, je cite, « Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance. Choisis donc la vie. » La liberté, ou plutôt le processus de libération, constitue un choix, une décision. La décision de travailler à sortir de tout ce qui nous a servi. L'essentiel est là. C'est dans la responsabilité personnelle que je prends et que nous prenons ensemble de constamment construire ensemble notre dynamique de libération. Troisième clé, la liberté n'a de sens que dans la perspective d'un projet, d'une visée. Et ce projet n'a lui-même de sens que s'il est éclairé par l'horizon du bien commun. Je rappelle que le bien commun, c'est différent et c'est davantage, à mes yeux en tout cas, que l'intérêt général. Ça englobe l'intérêt général, mais c'est plus que cela. Le bien commun, tel que le définit Gaudium et Spes, c'est, je cite, « cet ensemble de conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres, tant au groupe, toujours la communauté, qu'à chacun de leurs membres, d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. » Le bien commun, pour le dire autrement de manière peut-être plus triviale ou plus simple, ce sont tous les paramètres qui nous permettent, chacun, vous et moi, ensemble, de construire le mieux possible ce à quoi nous sommes appelés. La liberté n'a de sens qu'au service du bien commun. Quatrième clé, archi connue, l'évangile de Jean au chapitre 8, c'est le Christ qui parle. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. » Et la vérité vous rendra libre. La liberté véritable, pour moi, c'est la mise en acte d'une attitude intérieure. C'est le déploiement d'une attitude spirituelle. Alors bien sûr, tout ça, après, a vocation à se décliner dans des questions juridiques, politiques, fonctionnelles, structurelles, institutionnelles, etc., etc. Bien sûr. Et Dieu sait si c'est important. Mais c'est second. Ce n'est pas secondaire, mais c'est second. Ça vient après. Ce qui vient d'abord, c'est ça. La vérité vous rendra libre, et ça, c'est une question d'attitude intérieure. Au total, me semble-t-il, ce à quoi nous invite la vision chrétienne de la liberté, c'est peut-être, en tout cas c'est l'hypothèse que je vous propose, c'est peut-être à arrêter de réagir d'abord à partir des contraintes extérieures qui nous sont imposées, et plutôt à nous demander d'abord quelle dynamique de libération nous voulons mettre en œuvre et au service de quel projet. D'abord, voilà, d'abord discerner en nous-mêmes, avant d'aller regarder, évidemment pour s'en plaindre à juste titre bien souvent, toutes les entraves extérieures. Voilà, je crois que là il y a vraiment, dans ces questions d'attitude intérieure et de compréhension de la liberté, comme des libertés, comme la décision de déployer ensemble des dynamiques de libération, il y a vraiment, me semble-t-il, en tout cas c'est ma vision des choses, le chemin le plus porteur d'espérance pour chacune et chacun d'entre nous. Alors, c'est mon deuxième volet, quelle traduction, tout ceci peut-il trouver pour les chefs d'établissement que vous êtes et pour les communautés éducatives qui sont placées sous votre responsabilité?
peut-être pourrions-nous commencer par identifier les différentes contraintes qui peuvent amoindrir les libertés éducatives. Identifier toutes les contraintes qui pèsent sur vous, tout en évitant, j'insiste là-dessus, tout en évitant de se polariser, de se cristalliser excessivement sur une seule d'entre elles. Bien sûr, on le sait tous, bien sûr, il y a l'État, le ministère de l'Éducation nationale, les rectorats, les corps d'inspection, etc., etc., etc. Je vous laisse continuer la litanie. Et nous le savons tous, et moi aujourd'hui je suis à la retraite, mais vous c'est votre quotidien, la loi de Bré n'est pas toujours ni bien connue, ni bien respectée. Et c'est un combat à constamment renouveler que de la faire connaître et que de se battre pour qu'elle soit respectée. Mais en même temps, il me semble que ces questions-là ne constituent que l'une des facettes de la question des libertés éducatives. Et, quitte à rester donc sur le registre de la provocation, j'ajouterais même peut-être pas la plus importante. Sans doute pas la plus importante. Parce qu'il y a plein d'autres formes d'entrave à vos libertés éducatives. De manière, j'en évoque quelques-unes, de manière délibérément non exhaustive et bien évidemment non hiérarchisée. Qu'en est-il, par exemple, de vos libertés par rapport à ce que j'appellerais la pression de la demande sociale? Et Dieu sait si elle est forte. Question d'image, l'attente des parents, etc., etc. Qu'en est-il de vos libertés par rapport à la pression, ou peut-être parfois par rapport à l'inertie, en tout cas par rapport aux peurs, des équipes pédagogiques? Qu'en est-il de vos libertés par rapport à tel ou tel président d'OGEC ou par rapport à tel ou tel OGEC? Qu'en est-il de vos libertés éducatives par rapport à la tutelle, par rapport à toutes les structures de l'enseignement catholique, dans toute leur beauté, mais aussi parfois dans toute leur lourdeur? Et je sais un tout petit peu de quoi je parle en le disant. Qu'en est-il, et je pense que c'est le plus important, parce que, voilà, qu'en est-il de vos libertés par rapport à l'imprégnation par l'air du temps, par rapport à la culture ambiante, par rapport à toutes les tensions ou à tous les mouvements de fond qui traversent notre société? C'est bien beau de brandir l'étendard de la liberté, mais comment est-ce qu'au quotidien on fait par rapport à ça, la culture ambiante, avec tout ce en quoi, peut-être, et j'y reviendrai, elle foule aux pieds la dignité de la personne humaine et donc sa liberté. Voilà. Au total, notre liberté intérieure, elle est une, au singulier, mais il me semble qu'elle a vocation à nourrir des, au pluriel, dynamiques de libération, différenciées. Aussi, les libertés éducatives résident-elles, me semble-t-il, dans un équilibre toujours instable et toujours à réinventer, ou pour mieux dire peut-être, ces libertés éducatives, elles résident dans une tension permanente, une contradiction permanente que je crois nous sommes appelés à vivre aussi tranquillement que possible, aussi sereinement que possible. Parce qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, quelle qu'elle soit, et ce n'est pas une question de mauvaise volonté, ce n'est pas une question de personne, quelle qu'elle soit, les autorités seront toujours dans la tentation inconsciente de l'administration. Et inversement, les chefs d'établissement que vous êtes seront toujours frustrés dans leur désir de liberté ou dans leur aspiration à la liberté. Et ce que je crois profondément, c'est qu'il ne faut surtout pas rêver de sortir de cette contradiction. Elle me paraît inéluctable parce que c'est la vie qui est faite constamment de contradictions. Le seul endroit du monde que je connaisse où il n'y a pas de contradiction, on appelle ça un cimetière. La vie n'est faite que de contradictions. Et il faut les vivre, ces contradictions. C'est Camus qui, dans une conférence en 1955, disait ceci que je trouve très très juste. Ça paraît tout bête, vous allez voir, ça paraît très juste. Je cite Camus. «
Antigone a raison, mais Créon n'a pas tort. Antigone a raison, mais Créon n'a pas tort. Voilà. Tout le sens de la nuance et de la prise en compte de la complexité. Antigone, Créon, et il ne s'agit pas nécessairement, chacun d'entre eux, de là où il est, dans la position qui est la sienne, chacun d'entre eux a raison. Et il y a forcément de la tension, voire plus. C'est à vivre. Alors, bien sûr, les cadres, quels qu'ils soient, comportent toujours une dimension contraignante. Mais ils présentent aussi une réelle légitimité, une véritable raison d'être. Je me rappelle quand j'étais, pas tellement quand j'étais chez l'établissement, mais ensuite quand j'étais directeur de Cézanne, puis secrétaire général, avoir quand même, comment dirais-je, accompagné de près ce qu'on appelait entre nous la moulinette de Yann. Alors la moulinette de Yann, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers, c'est l'outil mis en place par Yann Diraison pour gérer nationalement les moyens. La moulinette de Yann, très clairement, on peut concevoir, en tout cas si l'on est dans la conception contemporaine de la liberté, je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, etc., on peut se dire, à juste titre, que la moulinette de Yann, c'est moins de liberté, au sens autonomiste du terme. En même temps, et je l'ai vécu de l'intérieur, la moulinette de Yann, c'était, et c'est encore aussi, beaucoup plus de transparence et au bout du bout, beaucoup plus d'équité. Il y a toujours cette contradiction à tenir. J'ai été chef d'établissement, il m'est arrivé, je le confesse, de mal vivre ce que je ressentais comme de l'autoritarisme inadéquat de la part de telle ou telle superstructure, en externe, mais aussi en interne. Et puis par la suite, j'ai été directeur de Cézanne, puis secrétaire général. Eh bien, pareillement, ou inversement, on le dit comme on veut, il m'est arrivé de mal vivre des propos, des comportements, des pratiques mises en œuvre au nom de la subsidiarité et de la liberté, alors qu'à mon avis, ce n'était pas de ça qu'il s'agissait. Voilà, encore une fois, je crois profondément que ces tensions sont non seulement inévitables, mais plus encore qu'elles sont nécessaires. Qu'elles sont nécessaires, parce que ce sont elles qui nous font avancer ensemble. L'enjeu, il est bien là. L'enjeu, c'est d'essayer de faire de ces tensions des tensions fécondes, et pas, évidemment, des points d'achoppement bloquants. À quoi est-ce que je veux en venir ? Je veux en venir au fait que, pour moi, promouvoir la liberté, ça n'est donc surtout pas s'enfermer dans ce que j'appellerais l'opposition infantile. Ça n'est pas s'enfermer dans l'opposition infantile ou éruptive, c'est plutôt rechercher une forme d'équilibre en mouvement entre l'acceptation du cadre et la tout aussi légitime et nécessaire affirmation de ce que nous sommes, de ce que vous êtes, et de ce à quoi nous tenons, de ce à quoi vous tenez. Juste un petit pas de côté pour mieux me faire comprendre peut-être. La même œuvre musicale, interprétée par deux solistes différents, ou bien dirigée par deux chefs d'orchestre distincts, elle ne produira absolument pas le même rendu, vous le savez bien. Et pourtant, c'est bien la même partition au démarrage. Le cadre de la partition, on n'est pas du tout dans l'autonomie au sens contemporain du terme. La partition vous dit ce que vous devez faire. Et en même temps, l'interprétation, là, on est bien dans la véritable marge de liberté. La liberté éducative, elle se déploie d'abord, peut-être pas exclusivement, sûrement pas exclusivement, mais d'abord, elle se déploie d'abord dans la créativité, dans la prise d'initiative, qui sont les fruits d'une attitude intérieure. Exprimer la question de la liberté en termes de contradiction, c'est aussi, et sans doute, se poser la question de savoir comment nous affirmons et comment nous défendons qui nous sommes et ce à quoi nous tenons. Parce que tout système, quel qu'il soit, nécessite du jeu entre ce qui relève des institutions et ce qui relève des acteurs. Les contre-feux, j'aime pas trop la notion de contre-pouvoir, mais les contre-feux sont bien évidemment absolument indispensables à la vie du système. Mais je parle de système précisément.
Et je crois que c'est vraiment de façon systémique qu'il nous faut penser. La pensée sociale de l'Église, qu'on appelait la doctrine sociale, peu importe, la doctrine sociale de l'Église ou la pensée sociale de l'Église, vous le savez bien, elle fonctionne toujours en termes d'articulation, subsidiarité et solidarité, personne et communauté, liberté et bien commun, etc., etc. C'est jamais un principe isolé, absolutisé, mis sur je ne sais quel piédestal. C'est toujours une pensée systémique, une pensée complexe. Et je crois qu'il nous faut vraiment intégrer pleinement cette dimension systémique en nous disant qu'au fond, c'est d'abord une question de manière d'être. On le sait tous. Voilà, on l'a tous. Enfin, on peut mettre des noms ou des visages derrière ce que je vais dire. Dans l'enseignement catholique, mais ailleurs aussi, il y a au fond deux types de grandes gueules. La première figure de la grande gueule, c'est la grande gueule, moi d'abord, et les autres ensuite. Pas ici, ailleurs. Enfin, j'en ai connu quand même, hein. La deuxième figure, c'est la grande gueule qui peut être tout aussi poil à gratter pour l'autorité, mais qui est une grande gueule positionnée sur une ligne de partage et de fraternité. Et ça aussi, j'en ai connu. Et vous en connaissez, Dieu merci. Voilà. Vous savez, il y a en France un petit jeu très classique, parfois un peu artificiel, mais un petit jeu très classique qui consiste à essayer d'étalonner, d'opposer, d'articuler liberté et égalité. Voilà. Bon. Ça fait presque sujet de disserte de philo pour classe de terminale, ça. Liberté et égalité, égalité, liberté, etc. Moi, à mon sens, l'enjeu le plus important, c'est plutôt la question de l'articulation ou de l'absence d'articulation entre liberté et fraternité. Pour moi, c'est ça la vraie question, surtout quand on parle d'éducation. Parce que sans fraternité, notre liberté se vivra dans le conflit. Alors, le conflit fait partie de la vie, mais dans le conflit stérile. Sans fraternité, notre liberté se vivra dans le conflit stérile et elle se déploiera au détriment d'autrui. Inversement, si elle est vécue de manière fraternelle, l'affirmation de notre liberté, elle ira bien dans le sens du service et bien dans le sens du bien commun. Bref, je pense que vous l'aurez compris, je ne me retrouve absolument pas, mais vraiment pas du tout, dans ce qui pour moi est un contre-modèle, le contre-modèle de la culture libertarienne ou de la pensée libertarienne, ou en ce moment de la mode libertarienne. Et je crois vraiment à l'opposé de ce contre-modèle libertarien que nous sommes appelés à vivre une culture de la liberté dans l'alliance. Voilà, c'est ça pour moi le mot essentiel, la liberté dans l'alliance. Ou peut-être, pour mieux dire encore, la liberté par l'alliance. C'est l'alliance qui nous rend libres, qui nous permet de déployer nos espaces de liberté. Au service, c'est mon troisième volet, là vous vous dites, ouf, il a bientôt fini, au service de quel projet? C'est le moment de rappeler nos grands anciens. Et quand je parle de nos grands anciens, ce n'est pas de François ici présent que je parle. C'est le moment de faire référence à Mounier, bien sûr, parce qu'on est tous des enfants de Mounier dans l'enseignement catholique aujourd'hui, ou des petits-enfants. Vous savez aussi bien que moi que lorsqu'Emmanuel Mounier développait sa réflexion sur la personne, il définissait la personne comme l'homme libre et responsable. Libre et responsable. Ni l'individu autiste de la culture libertarienne, ni la masse soumise de la culture administrée. L'homme libre et responsable. Être libre et responsable, pour vous, chef d'établissement, qu'est-ce que c'est? Être libre et responsable pour vous, chef d'établissement, c'est peut-être, en premier lieu, travailler ensemble, à discerner pour identifier les combats prioritaires.
Il y a des combats qui ne sont peut-être pas indispensables. Ceux de l'adolescent boutonneux en crise contre toute forme d'autorité. Ceux de la liberté du renard dans le poulailler. Ceux des grands discours sur la subsidiarité qui, dans la vraie vie, servent d'alibi à des pratiques contestables. Et puis, il y a des combats qui sont nécessaires, et ce sont les vôtres, et c'est votre quotidien. Ces combats nécessaires, et là encore, je ne serai sûrement pas exhaustif, c'est la lutte contre toutes les formes de caporalisme, caporalisme externe, caporalisme interne. C'est la défense de liberté de choix des parents. C'est la liberté, c'est notre liberté en ce qui concerne la formation initiale et continue, notamment de nos maîtres. C'est, et Dieu sait si c'est difficile par les temps de pénurie auxquels vous êtes confrontés, mais c'est malgré tout une question de principe, la question de la liberté de recrutement des maîtres. Notre liberté dans les méthodes pédagogiques, dans l'organisation de la vie de l'établissement. Et puis évidemment, au cœur de tout, la liberté du projet, du caractère propre, de la dimension pastorale et ecclésiale de l'établissement, de sa vie pastorale et ecclésiale. Être libre et responsable, c'est ce discernement sur les combats prioritaires. C'est cette lucidité sur les combats prioritaires. Être libre et responsable pour vous chez l'établissement, c'est peut-être aussi, en deuxième lieu, rechercher constamment le meilleur ajustement éducatif possible par le déploiement de toutes les ressources de créativité et d'initiative présentes dans les établissements. L'enseignement, enfin voilà, les établissements libres, c'est là qu'ils sont libres. D'abord, pas seulement, mais d'abord, parce que les espaces de liberté, ils existent. Parce que surtout, les personnes désireuses de les faire vivre, elles sont là dans les établissements que vous dirigez. Parce que le rôle du chef d'établissement consiste précisément à les encourager, à les soutenir, à promouvoir leur dynamique. Et ça, c'est primordial. Et quand je vois, alors maintenant, j'ai pris un peu de distance, mais quand je voyais, je sais que c'est encore toujours pareil, avec beaucoup d'admiration, énormément d'admiration et de reconnaissance, tout ce qui se fait dans les établissements, je me dis, et je suis sincère en le disant, que vous êtes de vrais et de bons témoins de la liberté éducative au quotidien. Être libre et responsable, c'est peut-être enfin prendre constamment soin, prioritairement soin, de tout ce en quoi l'établissement constitue un lieu d'éducation à la liberté. Parce qu'au fond, le cœur du projet, il est là. Éducation à la liberté. C'est la théologienne protestante Marion Müller-Collard qui écrit ceci, je la cite. « L'éducation, ce n'est peut-être pas autre chose que ces deux fondamentaux, assurer à l'enfant un chez-soi et lui transmettre le courage de le quitter. » Assurer à l'enfant un chez-soi et lui transmettre le courage de le quitter. Pour moi, 4 éléments constitutifs de cette éducation à la liberté. D'abord, l'exemplarité du témoignage. Des adultes libres au sein d'une communauté éducative irriguée par la liberté. Comment est-ce que ma manière d'être et comment est-ce que ma façon d'exercer ma mission de chef d'établissement favorise un peu, beaucoup ou pas du tout l'exercice véritable de la liberté des personnes avec lesquelles je travaille. Comment est-ce que les adultes de la communauté éducative vivent ensemble ce climat de liberté? Premier élément. Deuxième élément, le travail éducatif, et c'est un vrai travail, et Dieu sait s'il est compliqué, d'affranchissement des fausses idoles. Quand je parlais tout à l'heure de dynamique de libération, c'est à cela que je pensais. D'abord, travail d'affranchissement par rapport aux fausses idoles. Ce que j'appelle les fausses idoles, c'est tout ce qui relève de la culture matérialiste et consumériste dans laquelle nous vivons
et dans laquelle grandissent les enfants et les jeunes qui nous sont confiés. Et c'est un combat de tous les jours, d'autant plus qu'on rame à contre-courant. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas ramer. C'est aussi la culture de l'immédiateté, la culture du tout de suite. C'est la culture de l'émotivité narcissique, dans laquelle voilà, on est complètement immergé. La culture du facile, la culture du superficiel. Et notre responsabilité, enfin la vôtre, moi je suis un petit vieux maintenant, mais votre responsabilité, elle est compliquée, mais mon Dieu qu'elle est belle, parce qu'elle est vitale. C'est vraiment de faire grandir des enfants et des jeunes en leur donnant des possibilités de se libérer de tout ce que j'appelle ces fausses idoles. Trois éléments constitutifs de l'éducation à la liberté qui résultent directement de celui qui précède, c'est le développement de la vie intérieure. Voilà. La liberté éducative, elle est là pour faire des établissements, des lieux d'éducation à la liberté, et l'éducation à la liberté, c'est tout ce qui passe par la mise en valeur, par la découverte pour un enfant ou un jeune, et par l'approfondissement de sa vie intérieure. Bernanos. On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas tout d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Alors, il faut prendre du recul par rapport voilà, au tempérament volcanique de Bernanos, sa notion de conspiration universelle, ça je n'y crois pas trop, mais qu'en revanche, notre culture contemporaine se situe largement aux antipodes de la culture, au sens de cultiver, de creuser, de la vie intérieure, ça j'y crois. Et je crois vraiment que c'est notre responsabilité éducative que de proposer des espaces. Et ce n'est pas que la pastorale, c'est la dimension pastorale, mais pas que. Des espaces voilà, de libération de cette vie intérieure. Et puis la quatrième dimension de l'éducation à la liberté, pour moi, c'est le fait de proposer aux enfants et aux jeunes de partager avec les enfants et les jeunes ce que j'appelle des clés d'usage du monde, des clés de compréhension. Les contenus scolaires sont libérants. La relation pédagogique, lorsqu'elle est belle, est libérante. La mise en œuvre du caractère propre, évidemment, et pour moi, c'est l'espérance chrétienne, le caractère propre. Tout cela est en soi structurant. Et donc, tout cela, parce que c'est structurant, est source de liberté. Voilà. La vraie liberté, elle passe par la structuration de la personne. Et donc, au total et au bout du bout, j'en arrive à vous proposer une sorte de déplacement du curseur initial. Pour moi, il ne s'agit pas véritablement de dire, ouvrez les guillemets, le chef d'établissement doit défendre sa liberté. Ce n'est pas ça l'enjeu, me semble-t-il. Il s'agit plutôt de se dire, l'établissement doit éduquer à la liberté, et cela requiert un chef d'établissement assez libre pour faire rayonner la liberté. Voilà, ce n'est pas la liberté comme un but en soi. C'est la liberté comme chemin de libération pour les enfants et pour les jeunes. C'est en cela que votre liberté de chef d'établissement est indispensable. Alors, vous ne le voyez pas, mais moi j'ai l'heure juste en face de moi, donc je vois qu'il me reste 5 minutes. 5 minutes pour ne pas conclure. Avec un petit côté voiture-balai, pour évoquer des points que j'aurais aimé aborder, mais que je n'ai pas abordés, parce que voilà. Premier point de voiture-balai, dont je n'ai absolument pas parlé, je l'évoque simplement, c'est la question de la pluralité des acteurs dans une histoire d'éducation. Il y a l'établissement scolaire, bien sûr. D'abord, ce sont les établissements. Puis, il y a d'abord et avant tout, les parents. Puis, il n'y a pas que. Il y a aussi tout le tiers secteur de ce qu'on appelle parfois l'éducation informelle, des clubs de foot ou de rugby pour faire plaisir à François David, de la musique, du théâtre, enfin bon, la vie, quoi. On n'est pas tout seul, vous n'êtes pas tout seul. L'éducation, elle se construit toujours à plusieurs. Et donc, ce sont des libertés éducatives d'acteurs distincts
qu'il s'agit de faire rentrer en résonance. Ce n'est pas forcément si évident que ça. Ça, c'était le premier point. Je ne creuse pas, je laisse ça à votre réflexion, mais voilà. Deuxième élément que je n'ai absolument pas abordé, donc j'en dis quelques mots vite fait là quand même maintenant, c'est la question du hors-contrat. Remarque personnelle qui n'engage que moi, je respecte parfaitement les acteurs de l'enseignement hors contrat, mais je conteste tout aussi parfaitement leur propension systématique à vouloir faire de la liberté leur monopole, comme si vous ne l'étiez pas. Et j'ai envie de vous dire, ne laissez à personne le monopole de la liberté. Ou ne laissez à personne le monopole de l'éducation intégrale de la personne, etc. etc. Enfin, voilà. Je suis frappé quand même, je le dis au passage, hein, je suis frappé par la manière dont quelques principes fondamentaux, structurants de l'ADN de toute l'histoire de l'enseignement catholique et du SNEL sont aujourd'hui utilisés par certains comme s'ils en étaient les seuls défenseurs, voire les seuls propriétaires. Ça ne me paraît pas normal, pas juste, pas équitable. Alors, évidemment, si j'en reviens à ces établissements de nos collègues, hein, de l'enseignement hors contrat, on peut se dire, et vous pouvez vous dire, qu'ils bénéficient, je ne vais pas dire d'une liberté, moi, mais en tout cas d'une latitude d'action bien supérieure à la vôtre. Et dans la conception contemporaine, qui n'est pas la mienne, vous l'avez compris, mais dans la conception contemporaine de la liberté, on peut effectivement se dire qu'ils sont infiniment plus libres. Mais là, je crois qu'il y a vraiment, pour nous tous, une question politique, une question de conception de la place de l'enseignement catholique dans la nation. Et pour moi, ce qui est en jeu, c'est la manière dont l'enseignement catholique se met véritablement au service de tous, au nom de ce qui lui est spécifique. L'une de mes convictions, je la partage avec vous, il se trouve que, je ne vais pas vous raconter ma vie, on s'en fout, mais comme retraité qui a du temps libre, je suis un petit peu engagé maintenant dans l'enseignement supérieur catholique, au niveau de l'université catholique. Et je suis très frappé par la manière dont les pouvoirs publics, en France, depuis quelques années, ont donné le sentiment d'ouvrir un boulevard au privé, à l'enseignement supérieur privé hors contrat, en méconnaissant complètement les spécificités du tiers secteur associé, l'enseignement supérieur privé associatif, non juteux, enfin voilà, etc., etc. Bref, la même chose que vos établissements, quoi. Hein. Ma conviction, c'est que, profonde, même si les temps sont difficiles, c'est vraiment, j'en suis convaincu, l'avenir n'est pas à la dérégulation et au tout privé. L'avenir n'est absolument pas à la dérégulation et au tout privé, il est plutôt à la multiplication et au croisement des partenariats dans une logique d'alliance, j'y reviens. Et c'est ça que nous sommes appelés à défendre, à promouvoir. Et c'est à la vertu, à la beauté, à la fécondité de ce modèle que nous sommes appelés à témoigner. Et le SNEL dans tout ça. Pour moi, le SNEL, il a été et il est pleinement inséré dans les mécanismes institutionnels, mais pleinement libre. Et c'est de cela que l'institution a besoin. Il sera pleinement collégial. Et c'est de cela que chaque chef d'établissement et chaque établissement ont besoin. Il sera pleinement à même de jouer son rôle de manière raisonnée et crédible, et c'est cela qui sert le bien commun. Mais tout cela à la condition de toujours être attentif à la vitalité de ses racines. Une dernière fois, parce que j'adore Edmond Jabès, tu crois que c'est l'oiseau qui est libre, tu te trompes, c'est la fleur. Bon anniversaire.